Bonjour à tous les amis. Alors aujourd'hui, on va introduire quelques notions de base sous Photoshop. Donc on va commencer par ça, à savoir les calques et les masques de fusion, parce que c'est la base du fonctionnement de Photoshop, et que il faut commencer par les bases pour pouvoir maîtriser des choses plus compliquées plus tard. En sachant qu'au début, sous Photoshop, la notion de calque est parfois un petit peu compliquée. On n'ira pas plus loin aujourd'hui parce que c'est quand même assez vaste. On parlera pas des modes de fusion de calque, on parlera pas de tous les outils de Photoshop, on parlera même pas de la configuration de Photoshop, on va juste faire deux ou trois petits apartés sur la configuration de Photoshop pour quand même commencer sur des bonnes bases. Et on va d'ailleurs commencer par ça. Donc on travaille en 16 bits, c'est important. Voilà, et ici je suis sur un fichier TIFF. Donc un fichier qu'on aurait pu par exemple importer directement de Lightroom. Si j'avais fait un clic droit, modifier dans Photoshop, donc c'est CTRL-E pour le raccourci, on obtiendrait exactement ça, c'est-à-dire un TIFF 16 bits. Alors on l'obtiendrait de cette manière puisqu'on a bien configuré notre Lightroom. Et il est important de rappeler qu'effectivement dans édition préférence, édition externe, je suis déjà dans le bon onglet donc c'est bon. Ici, il faut correctement régler son édition externe. Correctement régler, ça ne veut pas forcément dire régler comme moi. Hein. Il y a des gens qui travaillent en PSD, par exemple, ici. Alors, pour ma part, j'ai une petite préférence pour le TIFF, parce qu'il est un petit peu plus universel, mais le PSD, c'est la même chose. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose, mais voilà, on travaille en non destructif, on travaille avec une image qui n'est pas compressée, donc voilà, on a vraiment toutes les gammes de couleurs, toutes les gammes de détails, aucune perte, en travailler soit en TIFF, soit en PSD. Moi, je vous conseille le TIFF, maintenant vous faites ce que vous voulez. Beaucoup de photographes travaillent en PSD, en sachant que le PSD, c'est le format Photoshop. Donc c'est un format qui a été créé par Adobe, et le TIFF est un format un petit peu plus universel, voilà. En ce qui concerne l'espace colorimétrique, moi je me suis mis en Adobe RVB. Mettez-vous en Adobe RVB 98 ou en ProPhoto. Évitez le sRVB, c'est trop bas de gamme. 16 bits, donc toujours 16 bits par composant, très important. La résolution 240, vous pouvez aussi mettre 300 dpi, peu importe. Et si vous travaillez en TIFF, il vous demandera un mode de compression. Et bien évidemment, vous travaillez sans compression. Si on travaille en TIFF ou en PSD, c'est justement pour pas avoir de compression. Alors, il y a beaucoup de gens, là c'est pareil, on a beaucoup de gens qui vont nous dire c'est bête de travailler sans compression, on a des modes de compression qui sont très efficaces, etc. Pourquoi travailler en 16 bits alors qu'on peut travailler en 8 bits voilà, bon. Tout ça c'est soumis à débat, c'est soumis à beaucoup de choses. La seule chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'effectivement, plus vous aurez... ici, si vous mettez sans compression, vous aurez des fichiers un petit peu plus lourds. TIFF PSD, ça se vaut, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Pour ma part, je pense que 16 bits, c'est très bien, il ne faut pas passer en 8 bits. Si on travaille en 8 bits, on peut travailler en JPEG, quoi, dans l'absolu. Hein. Voilà. Réglez correctement votre édition externe, de façon à pouvoir travailler en 16 bits, et en TIFF ou en PSD. Donc on le voit ici, modifier .TIFF, donc là il nous dit que c'est un TIFF, calque 0, RVB 16 étoiles. 16, ça veut dire 16 bits. Voilà, donc on sait ici qu'on est sur un document avec une profondeur de couleur intéressante. On va travailler vraiment dans les détails. Là on ne le voit pas, mais par exemple si je zoome un petit peu dans mon image, vous voyez un petit peu le niveau de détail. Bon, c'est dû à la prise de vue, c'est dû à mon appareil photo, bien évidemment. Mais voilà, on a quand même un fichier qui réagit très bien. La base dans Photoshop, c'est de se dire, je travaille uniquement en non destructif. Or, par définition, tout ce qu'on peut faire sur, ici, notre calque, c'est du destructif. Voilà. Donc, par définition, toujours, on ne travaille jamais sur son calque d'origine, mais sur un deuxième calque. Là, j'ai fait un CTRL-J. Donc, si je le refais, vous voyez, hop, CTRL-J, ça veut dire dupliquer le calque, pour pouvoir travailler sur un autre calque, et non pas mon calque d'origine. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Eh bien parce que à partir d'un certain nombre de calques, d'un certain nombre d'opérations, on ne pourra pas forcément revenir en arrière. Donc si j'ai travaillé uniquement sur mon calque d'origine, je vais vous donner un exemple très précis.
imaginons que je peigne dans mon image, donc j'utilise un pinceau, que je vais, voilà, prendre quelque chose de plus classique, on va se mettre à une opacité de 100%, pour que tout le monde voit bien ce que je fais. Là, je peins en noir dans mon calque. Ça n'a aucun sens ce que je suis en train de faire, mais c'est pour vous montrer qu'on a un certain nombre d'opérations. Voilà. À partir d'un certain nombre d'opérations, eh bien, Photoshop ne va plus enregistrer ce que vous êtes en train de faire. Donc là, évidemment, je fais de la merde. Hein, tout le monde l'a bien compris, mais c'est pour vous montrer pourquoi on fait ça. Imaginons que je fasse un certain nombre d'opérations. Imaginons par exemple que là, je sois en train d'enlever des poussières dans mon arrière-plan. À partir d'un certain nombre d'opérations, à savoir une cinquantaine, eh bien, je ne vais pas pouvoir revenir en arrière. Là, si je fais des CTRL-ALT-Z, je vais revenir en arrière, on voit que j'arrive à revenir en arrière. Sauf qu'au bout d'un moment, Photoshop il pourra plus revenir en arrière parce qu'il aura enregistré un certain nombre d'opérations. Et là, comme j'ai calculé ce que je faisais, bah bien sûr, il n'y a pas de souci. En revanche, en ce qui me concerne, au-delà de 50 opérations d'historique, eh ben, Photoshop ne pourra pas revenir en arrière. Donc si j'ai été trop loin dans mon image, eh ben, c'est foutu. Je serai obligé de repartir à 0. C'est-à-dire ne pas enregistrer les modifications sur dans mon TIFF, ou les enregistrer mais repartir sur un autre TIFF depuis Lightroom. Ce qui est quand même assez contraignant, et surtout si vous avez fait énormément d'opérations, notamment du dodge and burn, voilà, des opérations qui peuvent être longues. Si vous avez passé beaucoup de temps sur un fichier, bah, vous serez obligé de revenir à 0, ce qui est quand même vraiment dommage. C'est pour ça qu'on travaille en non destructif et que on ira travailler sur un calque par-dessus. Si mon calque, je me rends compte que ce que j'ai fait, ça marche pas très bien, je enlève mon calque ou je le supprime, voilà, et je peux repartir en arrière. Je peux aller en arrière. Alors, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'effectivement, on est 20, 30 ou 40 calques. Par exemple, je pourrais, si j'ai fait du dodge and burn, me dire, bon, bah voilà, je supprime mon dodge and burn, mais tout ce que j'ai fait avant n'est pas perdu. Et je repars sur mon étape de dodge and burn. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez configurer le nombre d'opérations que Photoshop va enregistrer pour vous. Pour ça, il faut aller dans Édition, Préférences, et ça doit être dans l'onglet, si je dis pas de bêtises, Performance, voilà. Et ici, vous voyez, on a un petit onglet état d'historique qui nous dit 50. Et vous pouvez lui dire, par exemple, 50, non, mais moi je veux plutôt que ça soit 100 étapes d'historique qui soient enregistrées, etc. etc. 50, c'est pas mal, pourquoi? Parce que on est sur quelque chose de correct, qui nous permet de revenir en arrière, mais en même temps, ça va pas forcément vous prendre de la mémoire pour rien, parce que avoir 200 étapes enregistrées, ça sert à rien. En sachant que voilà, vous les aurez aussi dans l'historique ici. Vous pourrez revenir en arrière dans l'historique à hauteur de 50 étapes. Au-delà de ces 50 étapes, Photoshop n'enregistre plus et vous aurez beau faire des éditions annulées, l'option ne sera plus en gris, vous ne pourrez plus le faire, vous ne pourrez plus aller au-delà d'un certain nombre. Donc si vous avez été trop loin, dommage pour vous. C'est pour ça qu'on travaille sous Photoshop en non destructif, c'est-à-dire sur un calque supérieur. Dès que je vais faire quelque chose, je fais sur un calque supérieur. Notre calque 0 ici est censé être notre TIFF de base, sans aucune retouche, sans aucune opération. Je peux très bien utiliser un calque vide également pour faire un certain nombre d'opérations. Je prends un exemple. Imaginons que je décide là j'avais remarqué que j'avais une petite trace de mascara qui était venu se loger un petit peu sous mon sourcil. Eh bien, on va enlever ça, et puis quelques petits boutons, quelques petites traces. Pour cela, je vais utiliser l'outil correcteur localisé. Alors, je sais ce qu'on va me dire. On va me dire, il faut surtout jamais utiliser cet outil. Sauf qu'il est beaucoup plus rapide, et que pour l'exemple, c'est ce que je vais utiliser. Mais effectivement, pour de la retouche peau, on m'engueule souvent, et on me dit non, c'est pas ça qu'il faut faire, il faut utiliser l'outil correcteur, c'est mieux, c'est plus sympa, et puis il faut une dureté à 100% ou presque. Voilà, donc bon, là c'est pour aller vite, voilà, je vais faire un certain nombre de choses. Alors là je le fais sur un calque vide, mais il faut bien évidemment que l'option échantillonner tous les calques soit cochée, sinon ça marche pas.
Mais ça nous permet en un seul clic de pouvoir me dire oui mais ma retouche elle n'était pas forcément judicieuse, je veux l'enlever, bah voyez, hop, je peux me dire oui, non, peut-être, etc., etc. Je ne travaille pas sur l'image de base. Et ça, c'est vraiment très intéressant puisque ça nous permettra de revenir en arrière à tout moment. Je peux très bien me dire toutes mes retouches dans mon calque sont bonnes sauf celle-ci. Et puis là, eh bien, va intervenir par exemple le masque de fusion. Je pourrais très bien lui dire ici, on va peindre en noir à l'intérieur et voilà, ici, toutes les retouches de mon calque resteront actives sauf celle-ci. Alors, ça me fait introduire cette notion de calque de masque de fusion. Qu'est-ce qu'un masque de fusion? Eh bien, le masque de fusion, ça va pouvoir permettre de choisir les zones de notre image dans lesquelles notre calque va être actif. Par définition, lorsque vous mettez un masque de fusion, il apparaît en blanc. Lorsqu'on est en blanc, ça veut dire que tout apparaît. Là, on voit que notre réglage, ici, il était là. J'ai mis un masque de fusion, ça n'a rien changé. Mon réglage est toujours actif ici. On va faire un réglage d'exposition, comme ça sera beaucoup plus simple et beaucoup plus parlant pour tout le monde. Imaginons que je supprime ça, je fasse un petit réglage d'exposition, je décide donc d'avoir une exposition inférieure, voilà, de moins 1,27 diaph. Ici, eh bien, j'ai un masque de fusion qui me dit que mon réglage est blanc, donc mon réglage est actif partout dans mon image. Et si je fais un CTRL-I, ici, hop, on voit que mon masque de fusion apparaît comme étant noir. Le masque de fusion, vous l'avez vu tout à l'heure, eh ben, il s'active aussi par cette touche-là. Lorsque vous avez un calque, vous décidez d'y mettre un masque de fusion, vous appuyez sur ce petit... ça ressemble presque à un appareil photo, en tout cas c'est un rectangle avec un rond noir au milieu. Et ici, dans notre image, eh ben, je vais peindre en blanc avec un pinceau. Donc le pinceau, c'est B, la touche B pour le raccourci. Voilà. Et puis, je vais utiliser une forme bien spécifique. Alors, il faudrait faire quasiment une vidéo entière sur ce qu'est la dureté, l'opacité. Voilà, travailler sur le diamètre de notre pinceau, la forme d'un pinceau. Faudrait parler aussi du flux. Mais on va choisir une taille et une forme de pinceau. En gros, l'opacité, pour faire très simple, c'est la quantité... Voilà, quand je suis à 100%, eh ben, ce que je fais s'applique à 100%. Donc là, je suis en train de peindre en blanc dans mon image. On le voit, hop, mon masque de fusion est venu s'activer ici en blanc. Pourquoi en blanc? Parce que ma couleur de premier plan ici est blanche. Si j'appuie sur la touche X, j'inverse ma couleur de premier plan et d'arrière-plan. Donc là, je peins en noir. Donc si je fais ça, hop, je reviens en arrière. Vous le voyez, à quelques exceptions près, voilà, mon masque de fusion est devenu noir. Si je peins en blanc, à 100% ici, donc opacité 100%, eh bien je peins en blanc totalement. Mais je peux choisir d'avoir un réglage un peu plus fin et de me dire je vais peindre qu'à 40%. Et mon réglage va s'appliquer qu'à 40%. Donc là, je peins pas vraiment en blanc. Et on le voit ici, je suis plutôt de l'ordre du gris 50%. Ce qui veut dire que eh bien, je peux choisir de peindre à 100%, à 10%, à 20%, etc., etc. C'est ça un petit peu l'opacité. Ensuite, on va parler de la dureté. La dureté, c'est un petit peu votre contour progressif sous Lightroom. Donc si je suis à 100% de dureté, on le voit ici, il n'y aura aucune transition. Vous voyez, c'est dégueulasse, on voit vraiment les traces du pinceau. Par contre, si je travaille à... Donc là, je vais revenir en arrière. Si je travaille avec une dureté à 0%, j'aurai un contour progressif tellement important que bien évidemment, on ne verra absolument aucune trace de mon pinceau. Puisque le réglage va être très diffus dans les zones du bord de mon pinceau. Si je fais un petit Alt-clic à l'intérieur de mon masque de fusion, eh bien, je vois ce qui a été peint. Ça, c'est très pratique lorsque vous faites des choses du genre, imaginons par exemple, que je décide de travailler autour de mon sujet. Voilà, alors je vais travailler à 100%, ça sera quand même plus visible. Imaginons que je veuille travailler donc autour de mon sujet, que je dise que voilà, je veux par exemple assombrir le fond. Voilà, tac. Voilà. Alors là, j'ai volontairement oublié une zone. C'est une petite zone qui est ici.
Et si je vais faire un petit alt-clic, eh ben, je me rends compte que cette zone qui est censée être blanche, elle est noire. Donc ça, c'est un petit truc qui vous servira tout le temps lorsque vous voulez voir si vous n'avez pas oublié des zones en peignant. Vous savez très bien que votre sujet il est au centre et que cette zone n'a pas vocation à être noire. Donc vous pourrez le corriger facilement en utilisant ce petit alt-clic. Je peux bien évidemment aussi jouer sur l'opacité de mon calque. Alors, l'opacité du calque, c'est en réalité la quantité du calque que vous voulez voir visible. Pour faire simple, si je me mets à 0%, il n'y a pas de réglage. Et si je veux me mettre à 20%, on va voir que mon réglage va s'appliquer à 20 ou 40% et ainsi de suite. Donc, moi je vous conseille beaucoup de jouer sur l'opacité de vos calques. Pourquoi? Eh bien parce que ça vous permet d'être un petit peu plus bourrin en termes de retouches. Par exemple, ici, on voit que ça n'a aucun sens. On voit aussi que la transition n'est pas naturelle. On voit que c'est pas forcément intéressant et que c'est pas forcément... voilà. On a quelque chose de visible. On voit qu'il y a un petit halo autour de notre chapeau qui fait pas très naturel. Pour pouvoir jouer ensuite sur votre calque et minorer un petit peu vos réglages, je vous conseille d'utiliser beaucoup l'opacité. Travaillez comme des bourrins à la retouche, exagérez un petit peu vos expositions pour pouvoir avoir des retouches simples à faire. Quand les transitions sont simples et quand vous les voyez, eh ben, c'est toujours plus sympa et surtout plus rapide parce que vous n'aurez pas besoin de revenir dessus, vous n'aurez pas besoin de faire attention aux contours, etc. Vous le voyez. On pourrait très bien, par exemple, utiliser du moins 5 ou moins 10iel, voilà ici, par exemple. Et puis, voilà, là c'est visuel. Lorsque vous allez retoucher, vous savez si vous allez déborder sur votre truc ou pas. Et puis, très bien dire, bah, moi je vais travailler à, je sais pas, par exemple, 7%. Voilà. Et là, on voit que le réglage, il est quand même beaucoup plus fin qu'au début. En sachant que, bon là j'ai été peut-être un petit peu plus loin en allant jusqu'à moins 5, mais c'est pour vous montrer que jouer sur l'opacité, c'est intéressant. Ici, dans le masque de fusion, on peut aussi utiliser d'autres outils. Par exemple, l'outil dégradé. L'outil dégradé va vous permettre, là on le voit, je vais tirer un dégradé, pam, d'utiliser la fonction dégradé pour pouvoir avoir l'équivalent d'un filtre gradué. On le voit ici, le haut de notre image est blanche, le bas est complètement noir. Qu'est-ce qui s'est passé donc? Eh ben, on a sous-exposé un peu le haut de notre image sans toucher au reste, puisqu'on avait un petit peu une différence entre le haut et le bas. C'est pas forcément judicieux ici, mais voilà. Donc on peut utiliser un outil dégradé, on peut aussi utiliser d'autres outils, je vous en montre un autre, donc je reviens en arrière, voilà. Je vous montre l'outil, par exemple, lasso polygonal, qui pourrait fonctionner. Donc imaginons que j'ai un horizon, et donc que je veuille sous-exposer mon ciel, eh ben, je vais utiliser l'outil lasso polygonal. Donc je vais faire un remplir, donc Maj F5, donc moi c'est pas tout à fait le même raccourci parce que je l'ai personnalisé. Ici on va par exemple dire que l'on veut remplir de noir, et vous voyez qu'ici, eh bien, le réglage là, à contrario, va s'appliquer que sur le bas de l'image. Alors là c'est pas du tout intéressant, je vais faire un CTRL D pour enlever la sélection, parce qu'on le voit, j'ai une limite qui est bien nette. Mais par exemple, si vous avez un horizon, ça peut très bien être le cas, et on peut faire quelque chose de très rapide, vous voyez, et dire, bah, je veux que mon réglage s'applique que sur le bas de mon image. Donc là, en l'occurrence, une légère sous-exposition. Je peux très bien inverser. Pour cela, je fais un CTRL I, et là, on voit que c'est l'inverse, c'est-à-dire que le noir passe en blanc, et le blanc passe en noir. Donc par exemple, le lasso polygonal pourra vous servir lorsque vous aurez un horizon en paysage, mais aussi, par exemple, sur des lignes géométriques très droites. Par exemple en architecture ou dans d'autres types de photographies. J'inverse mon masque de fusion et on peut très bien aussi dire, si vous n'avez pas forcément quelque chose de totalement simple en termes de transition, si par exemple vous avez un horizon mais avec quelque chose de très diffus, ou que vous avez une forme géométrique pas forcément extrêmement précise, eh bien vous pouvez très bien améliorer votre contour, améliorer votre sélection en lui disant bah, moi je veux un contour progressif, par exemple. Et ici, donc remplir ce contour, cette sélection avec du noir. Et là ici, eh ben, on verra que notre... alors attendez, hop, on va faire un petit CTRL D maintenant. Notre transition sera beaucoup plus diffuse. Ici, elle est beaucoup moins nette que tout à l'heure.
Si je fais un CTRL ALT, vous voyez qu'on a des pixels diffus. Ici, on n'est pas sur quelque chose de net comme tout à l'heure. On verra dans des prochaines vidéos un petit peu les modes de fusion. On verra aussi tous les calques de réglage. On verra pas mal de choses, pas mal d'outils, mais il faut y aller un par un. Je pense que vous avez compris un petit peu comment fonctionnait le calque. Petit exercice pratique maintenant. Imaginez que j'utilise ce calque-là et que en dessous, j'ai un calque en niveau de gris. Eh bien, vous l'avez maintenant saisi. Si par exemple mon calque, j'utilise la gomme, donc la gomme est par définition un outil assez destructif, il faudra pour cela revenir en arrière, donc utiliser la commande annuler pour pouvoir revenir en arrière sur ce que l'on fait. Donc c'est quand même vachement destructif, beaucoup plus destructif que le masque de fusion, et vous allez comprendre pourquoi. Eh bien, lorsque je vais effacer mon calque, on le voit ici, j'ai une tache blanche qui apparaît au milieu de mon calque et qui me dit que le calque n'existe plus sur cette zone-là. Eh bien, il laisse apparaître ce qu'il y a en dessous de lui, à savoir le calque, en l'occurrence noir et blanc pour cette fois-ci. Alors, l'idée n'est pas de faire de la désaturation partielle ici, donc je vais revenir en arrière par un CTRL Z. Le problème, c'est que comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, au bout d'un certain nombre d'opérations, Photoshop ne pourra plus revenir en arrière. L'avantage du masque de fusion, et c'est là où ça devient intéressant, eh bien c'est que je peins en blanc, si j'ai envie, je peins en noir, et effectivement, je peux revenir en arrière à tout moment. Puisque, en repeignant en blanc sur ma zone noire, eh bien je reviens en arrière sur ce que j'ai fait. L'avantage donc du masque de fusion, c'est donc de pouvoir revenir en arrière à tout moment. Là où j'ai peint en noir, je peux peindre en blanc, je peux aussi nuancer, je peux aussi utiliser des duretés différentes pour mon pinceau, je peux choisir à tout moment de revenir en arrière. Ce qui n'est pas forcément faisable avec une gomme ou encore d'autres outils. Donc couplé au masque de fusion, bien le calque va pouvoir être soit visible, soit invisible. On va pouvoir appliquer un réglage plus ou moins dans une image, de manière zonale ou dans l'intégralité de l'image, etc., etc. Voilà, cette vidéo est bientôt finie, donc comme je le disais tout à l'heure, on parlera plus tard des calques de réglage, on parlera également de tous les outils Photoshop, on parlera du mode masque, on parlera de tout un tas de choses dans les prochaines vidéos, on parlera aussi des couches alpha, on parlera de sélection, on parlera de détourage, enfin le programme Photoshop il est quasiment infini, donc voilà, en sachant que tout le long de cette année 2017, on va pas mal faire de choses sur Photoshop, parce que c'est un petit peu, on va dire, la suite logique, une fois qu'on a fait la formation Lightroom, une fois qu'on sait un petit peu développer ces images sous Lightroom, on va dire que l'étape suivante, c'est souvent Photoshop. Et donc, voilà, on va apprendre beaucoup de choses sur Photoshop. Cette vidéo est une petite vidéo d'introduction. L'idée ici n'était pas forcément de vous apprendre beaucoup de choses, mais un petit peu de vous mettre dans le bain, essayer de vous faire comprendre cette notion de calque et cette notion de masque de fusion, parce que c'est la base dans Photoshop, et surtout, on va s'en servir tout le temps. Donc, commencez un petit peu à vous entraîner, comme je viens de le faire, par exemple, eh bien, utiliser des calques, faire de la dessade partielle, par exemple, hein. Alors, je suis en train de faire de la bêtise, parce que vous voyez, je suis pas en train de peindre dans mon calque, dans mon masque de fusion, mais bien dans mon calque. Et essayer, par exemple, de faire de la désaturation partielle, pour appréhender l'outil pinceau, et puis voilà. Donc le but n'est pas de faire de la dessade partielle, parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui c'est un petit peu démodé et il faut quand même pas trop en faire. Mais vous voyez, par exemple ici ça marcherait pas parce que mon contour progressif est trop important et on voit que j'ai désaturé un petit peu mon arrière-plan. Donc voilà, essayez de vous entraîner à ça. Le but c'est pas de faire de la dessade partielle, encore une fois je me répète, mais par exemple ça peut vous entraîner à comprendre comment fonctionnent vos masques de fusion, comment fonctionnent les calques, comment ça marche, pourquoi quand je mets celui-là au-dessus de celui-ci, j'ai un résultat qui est différent de quand je mets celui-ci au-dessus de celui-là. Voilà, essayez d'appréhender ces deux notions, entraînez-vous, n'hésitez pas, si c'est quelque chose qui est pas naturel pour vous, et bien évidemment, si vous connaissez déjà tout ça, ça vous fait un petit rappel, et puis vous avez peut-être appris un ou deux trucs, comme le alt-clic, ou par exemple, je pourrais reprendre un tracé en faisant un CTRL-clic. Bon voilà, j'espère en tout cas que vous avez appris des choses, peut-être CTRL-D pour enlever la sélection.
un mage F5 pour remplir. Je sais pas si vous avez appris des choses, je l'espère en tout cas. Et si vous êtes vraiment débutant sous Photoshop, et ben c'est je pense, une bonne introduction à Photoshop. Entraînez-vous. Nous on se dit comme d'habitude à la semaine prochaine, mercredi 11h. D'ici là, n'oubliez pas de partager et surtout de vous abonner. Partagez mes vidéos sur les réseaux sociaux, moi ça m'aide, ça m'encourage. Et puis je suis très content d'avoir un peu plus d'abonnés chaque jour. Merci à vous, on se dit à la semaine prochaine. Ciao ciao. Tu peux retrouver les épisodes précédents et aussi t'abonner